Bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de parler un petit peu de programmation orientée objet. Donc on l'a vu jusqu'à maintenant, lorsque l'on travaille et que l'on écrit un algorithme, on travaille avec différents types d'objets. On travaille avec les entiers, les chaînes de caractères, les haches, les tableaux et ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème c'est que lorsque notre algorithme va évoluer, notre code va évoluer, on va avoir besoin de représenter des concepts un petit peu plus compliqués que ces concepts de base. Si je reprends un exemple que l'on a créé précédemment avec le système d'élèves, on voit qu'on commence à atteindre les limites de ces différents types. On aimerait bien présenter un nouveau type de variable, élève, et c'est ce que l'on va pouvoir faire avec la programmation orientée objet. La programmation orientée objet va nous permettre d'écrire et de décrire des concepts divers et variés, et on va pouvoir les utiliser comme des types dans nos algorithmes. Donc ça va permettre de garder un code mieux organisé, plus logique, et d'identifier plus rapidement les erreurs. Donc on va rester sur cet exemple d'élève et on aimerait bien créer un objet pour représenter un élève en particulier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier et on va l'appeler élève.rb. Donc pour créer des objets, il va falloir nous créer une classe. La classe, globalement, va permettre de définir le type. Donc par exemple, une chaîne de caractères, la classe d'une chaîne de caractères, c'est string. La classe d'un entier, c'est integer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque l'on crée une chaîne de caractères, on crée une nouvelle instance de cette classe. Donc on va devoir créer des élèves, on va définir la classe élève, comment elle fonctionne et tout ça, et ensuite on va pouvoir créer des instances. Une instance, ça sera un élève en particulier. Alors pour créer une classe, c'est très simple, il suffit d'écrire le mot classe suivi du nom de votre classe. En général, ces noms auront une lettre majuscule en première. Donc par exemple ici on va l'appeler élève. Et lorsque vous avez fini, vous mettez un petit end. C'est tout ce que vous avez besoin pour créer une classe. En l'état, ça ne sert pas à grand chose, mais maintenant, elle est créée. Ensuite, une fois que votre classe est créée, vous allez pouvoir créer des élèves. Donc par exemple, on va créer un premier élève, et pour créer un élève, une nouvelle instance de cette classe, il faut mettre le nom de la classe, .new. New, c'est une méthode qui pourra prendre plusieurs arguments, qui permet d'instancier notre classe. Si je crée un second élève, je fais élève2 égale élève.new. Donc si vous vous souvenez quand on a parlé des procs, ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. Lorsque l'on faisait un proc.new, c'est exactement ce que l'on faisait. On crée une nouvelle instance de la classe proc. Donc ce que je vais faire juste après, c'est que je vais afficher élève1.inspect et je vais afficher élève2.inspect. Et je vais maintenant lancer mon code au niveau de mon terminal. Donc je vais faire ruby élève.rb. Donc si je regarde ce que me donne le inspect, il me donne ça. Donc il me dit en fait, j'ai ici une première instance de la classe élève et il me donne un ID. Un ID, si vous voulez, c'est une sorte de clé qui est unique. Et on voit que ces deux clés sont différentes. Donc ces deux instances fonctionnent de manière isolée. C'est comme une chaîne de caractères. Lorsque vous mettez une chaîne de caractères en majuscule, ça ne modifie pas toutes les chaînes de caractères, mais seulement celles sur lesquelles vous avez appliqué la méthode, par exemple upcase. Donc ce que l'on va faire, c'est que pour nos élèves, on va leur définir une méthode. Une méthode, c'est une action que va pouvoir effectuer l'élève. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de simple. On va créer une méthode que l'on va appeler bonjour. Et cette méthode, ce qu'elle fera, c'est qu'elle fera puts bonjour. Maintenant, lorsque j'ai une instance de mon élève, ce que je peux faire, c'est faire élève1.bonjour. Et automatiquement, ça utilisera la méthode bonjour, alors avec un B minuscule, sur l'instance élève1. Si je fais un essai, je vois que ça m'affiche bien bonjour. Donc au niveau de la déclaration des méthodes au sein d'une classe, c'est exactement comme ce que l'on a vu lorsque l'on a parlé des méthodes. Il n'y a absolument aucune différence. Alors là, vous vous dites peut-être, ok, c'est bien sympa, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir des élèves qui ont des noms et des âges différents, par exemple. Donc ce que l'on peut faire, c'est créer une manière de construire les objets différente. C'est-à-dire que là, ce que j'aimerais bien faire, c'est préciser le nom de l'élève lorsque j'en crée un nouveau, parce que chaque élève va être différent et aura un nom différent. Donc si vous faites ça et que vous essayez d'exécuter votre code, on va vous sortir une erreur. Parce que il n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'il doit faire avec ça. Donc là, ce que l'on va devoir créer, c'est ce que l'on appelle un constructeur ou un initialiseur. Globalement, c'est un code qui va s'exécuter lorsque l'on créera une nouvelle instance. Donc pour créer ce constructeur, il suffit de créer une méthode qui s'appelle initialize. Cette méthode prendra les mêmes arguments que ceux que vous voulez passer au moment de la construction. Donc moi par exemple ici, l'argument ça sera le nom. Voilà, donc si je fais ça, ça me permet de corriger le problème et mon code va se remettre à s'exécuter.
Le problème, c'est que j'aimerais bien sauvegarder le nom de l'élève quelque part pour pouvoir ensuite, par exemple, l'afficher ici en disant « Bonjour, je suis » suivi du nom de l'élève. Donc là, on est un petit peu embêté. Donc ce que l'on va devoir faire, c'est créer des variables d'instance. Donc si vous voulez, les méthodes, ce sont des sortes d'actions que l'on va pouvoir effectuer. Mais un élève va avoir des propriétés particulières, comme un âge, une taille, une couleur de cheveux, une couleur d'œil, bon, peu importe. Donc ça, ce sont des propriétés que l'on va vouloir sauvegarder et qui seront propres à chaque élève. C'est ce que l'on appelle des variables d'instance. Donc les variables d'instance, elles sont symbolisées par un arrobase. Vous mettez arrobase nom égale le nom qui est passé en paramètre. Donc maintenant, votre élève a une variable d'instance qui s'appelle nom. Si vous voulez la récupérer ailleurs, il vous faudra faire arrobase nom. On va faire un petit essai tout de suite. J'exécute mon code et je vois que ça fait bonjour, je suis Jean. Si je crée un second élève que j'appelle par exemple Marc, on va l'appeler élève 2. Si je fais élève2.bonjour, lui il me fera bonjour, je m'appelle Marc. La propriété nom va dépendre de chaque instance que l'on va créer. Donc essayez de faire la même chose avec l'âge. L'idée c'est de modifier le constructeur pour qu'il puisse prendre un âge. Par exemple, on mettrait ici qu'il a Jean a 10 ans et Marc il a 9 ans. Et là, j'ai envie d'afficher bonjour, je suis machin et j'ai X années. Voilà, je vous laisse essayer de le faire. Donc le principe c'est de rajouter un argument à cet endroit-là, âge. Cet âge, on va vouloir l'utiliser dans d'autres méthodes. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une variable d'instance âge et on stockera l'âge. Lorsque je veux afficher l'âge de la personne, j'ai suivi de son âge. Âge, an. Voilà, c'est tout ce que l'on a à faire. Si je refais un essai, je vois bien que ça fait bonjour, je suis Marc, j'ai 10 ans, et Jean il a 10 ans, et Marc il a bien 9 ans. L'avantage, c'est que vous allez grouper dans cette classe toutes les méthodes qui ont attrait à un élève. Je vous propose d'essayer d'en créer une autre, une méthode qui s'appelle isMajeur, qui nous dit si oui ou non l'élève est majeur. Donc pareil, essayez toujours de le faire un petit peu avant. Si vous y arrivez, tant mieux. Et après, vous regardez la solution. Donc là, je l'appelle isMajeur avec un point d'interrogation parce que je vais retourner un booléen. Et après, on essaiera dans le code. Par exemple, on essaiera est-ce que l'élève 1 is major. Et ça, on va l'afficher. Puts. Donc si on essaie d'afficher un booléen, ça nous renverra true ou false. Donc pour cette méthode, c'est très très simple. Il suffit de prendre l'âge qui est stocké comme variable d'instance et de vérifier si cet âge est supérieur ou égal à 18. Si c'est supérieur ou égal à 18, ça nous renverra bien true. Et dans le cas contraire, ça nous renverra false. Et on n'a pas besoin de mettre un return vu que c'est la dernière ligne. Si j'essaie d'exécuter mon code et que je fais un ruby elef.rb, je vois que ça me renvoie false. Si je lui mets un âge qui est supérieur à la limite légale, entre guillemets, je vais voir que ça va bien fonctionner, ça me renvoie true. Voilà, bon, ceci étant dit, je vais lui remettre 10 ans parce que sinon Marc et Jean, ils vont pas être dans la même classe vu qu'ils sont à un âge trop différent. Voilà donc pour le fonctionnement des classes. Donc ça, c'est ce que l'on appelle des méthodes qui sont des méthodes sur l'instance. C'est-à-dire que pour les appeler, il faut créer une nouvelle instance et ensuite on peut appliquer les différentes méthodes. Donc voilà pour ce qui est des méthodes. Alors, on va voir quelques petits trucs supplémentaires pour aller un petit peu plus loin. Premièrement, qu'est-ce qui se passe si je veux appeler une méthode depuis une autre? Par exemple, on va rajouter dans le bonjour, si jamais l'élève est majeur, il affiche quelque chose supplémentaire. Donc là, on va réappeler élève1.bonjour. Si je veux appeler une méthode depuis une autre, c'est comme d'habitude. Vous faites if isMajeur, point d'interrogation. Et dans cette condition-là, vous mettrez puts je suis majeur, point d'exclamation. Et vous pouvez même mettre un else, sinon puts je ne suis pas majeur. Voilà. Dès que vous avez envie, vous pouvez appeler une méthode au sein de l'instance, ça ne pose absolument aucun problème. Si jamais vous faites un petit test, je vois bien que cet élève-là n'est pas majeur. Donc ça m'affiche ce petit smiley, et voilà. Donc on va supprimer ce que l'on a fait, et on va parler d'un autre truc, c'est les setters et les getters. Imaginons, je ne précise pas l'âge, et je me dis, ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir définir l'âge plus tard. Donc ce que l'on pourrait être tenté de faire, c'est de se créer une méthode qui va s'appeler définir âge. Cette méthode prendra en paramètre l'âge, et ce qu'elle ferait, c'est qu'elle ferait
@âge égale âge. Si j'ai envie de récupérer l'âge de la personne, je serais tenté de faire une méthode qui s'appellerait avoir âge. Et cette méthode, elle retournerait l'âge. L'avantage, c'est que maintenant, hop, au niveau de mon constructeur, je n'ai plus besoin de passer l'âge, et je peux faire élève1, point définir âge, et je lui dis, bon ben tiens, il a 10 ans. D'ailleurs, hein, si jamais on veut compliquer les choses, on peut aussi dire, ah, ben là, je rajoute un TOEI. C'est encore le fameux problème des typages, hein, donc faites bien attention. Bon, on va pas se compliquer la vie maintenant, hein. On va rester comme ça. Donc après, si je veux récupérer l'âge de la personne, ben, je peux faire puts élève1, point avoir âge. Bon, c'est des noms de méthodes un peu dégueulasses, mais c'est vraiment pour l'exemple. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup plus propre juste après. Si je fais ça, ça me retourne bien l'âge de la personne 10 ans. Donc ça m'a permis de modifier l'âge après coup. Mais on pourrait se dire, est-ce que ça serait pas plus pratique de pouvoir le faire à la volée en faisant élève1, point âge égale 10. Ce serait quand même plutôt pas mal, non? Si je fais ça, il va me sortir une erreur. Et il va me dire, ah, je ne connais pas la méthode âge égale. En fait, lorsque vous écrivez ça, c'est comme si vous écriviez ça. Donc si vous voulez que le code que l'on a écrit précédemment fonctionne, il vous suffit de définir cette méthode en l'appelant âge égale. Si vous faites ça, automatiquement, vous pourrez définir l'âge à la volée. De la même manière, lorsque l'on voudra récupérer l'âge, on appellera tout simplement la méthode âge. Donc ça, c'est ce que l'on appelle des getters et des setters. Un setter parce que ça permet de définir une variable et un getter parce que ça permet de l'obtenir. Et vous voyez que j'obtiens exactement le même résultat qu'avant. L'avantage, c'est qu'au niveau syntaxique, c'est beaucoup plus facile à écrire et beaucoup plus logique. Alors d'ailleurs, ces getters et ces setters, on a une autre manière de les définir pour aller un petit peu plus vite dans certains cas. Je vous expliquerai plus tard dans la formation à quoi correspond ce que l'on va écrire. Pour l'instant, prenez-le comme argent comptant, c'est-à-dire dites-vous que ça fonctionne, ne cherchez pas trop à comprendre qu'est-ce que c'est, et on verra plus tard comment ça fonctionne justement derrière. Mais ça fait intervenir des notions plus complexes. En haut de votre classe, vous pouvez mettre @_accessor et mettre ensuite une liste de symboles qui représentent les différentes propriétés que vous voulez rendre accessibles. Par exemple, ici, je mets 2.âge. Automatiquement, ça va dire, bon ben, j'ai créé dynamiquement un getter et un setter. Donc je peux maintenant faire élève1.âge égale 18 et faire un puts âge égale élève1.âge. Donc ça me crée à la fois le getter et le setter. Si j'exécute ce code, je vois que ça me donne âge 18. Et je peux créer d'autres choses. Par exemple, tiens, je me dis que le nom, on peut le changer. Par exemple, la taille aussi. Ben, si je fais ça, automatiquement, j'ai des getters et des accesseurs pour ces deux éléments-là. Donc je peux faire élève1, par exemple, point taille, et on va imaginer qu'il mesure 150 cm. Si je fais ça, hop, je peux maintenant aussi modifier la taille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a d'autres mots-clés, comme par exemple @reader. Donc @reader permet juste de créer le getter, donc c'est comme si vous créiez une méthode def âge, def nom et def taille. Et ensuite @writer qui permet juste de créer le setter. Donc suivant ce que vous voulez faire, ben, vous pouvez utiliser l'un, l'autre ou les deux. Sachant que vous pouvez combiner. Vous pouvez avoir par exemple l'âge, l'âge, le nom et la taille qui est en accessible. Et on peut se dire que seul l'âge, lui, peut être modifié depuis l'extérieur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Si vous faites ça et que vous essayez d'exécuter le code, vous allez voir que vous allez tomber sur une erreur dans le sens où taille ne peut pas être réécrit. Si je fais ça, là, ça va se remettre à fonctionner. Bon, en l'occurrence, la taille n'est pas définie, donc ça ne me renverra rien. Mais voilà, je peux avoir un accesseur pour l'âge. Donc voilà, ça, c'est des choses que l'on récapitulera plus tard, c'est-à-dire que je vous expliquerai qu'est-ce que ça représente vraiment et comment ça fonctionne, mais je pense que c'est intéressant de savoir qu'on a ces raccourcis-là dès maintenant, pour vous éviter d'avoir à créer vous-même les méthodes âge égal et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, une dernière chose sur les méthodes, c'est la possibilité de créer des méthodes privées. Donc dans ce cas-là, vous allez écrire private ici, et toutes les méthodes que vous allez définir après, par exemple, on va créer une méthode démo, qui fait puts démo. Cette méthode-là ne pourra pas être appelée depuis une instance. Si par exemple je me dis je fais élève.demo, alors mon code me renverra une erreur et on me dira non, je ne peux pas appeler la méthode privée.
En revanche, ça veut dire quoi? Si je crée une méthode publique, on va l'appeler démo publique, cette méthode étant à l'intérieur de l'objet, elle peut appeler les méthodes privées, elle peut appeler démo. Du coup, je peux appeler depuis l'extérieur démo public. Alors on peut se demander quel est l'intérêt de faire quelque chose comme ça. Pourquoi aller s'embêter à créer des méthodes qui ne seraient pas accessibles depuis l'extérieur? Pourquoi ne pas tout laisser en public? Tout simplement parce que lorsque votre code va grandir, vous allez vous retrouver avec des classes qui ont beaucoup de méthodes. Et lorsque vous allez utiliser un objet, vous avez envie de savoir rapidement quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser et quelles sont les méthodes que vous ne pouvez pas utiliser. Donc si vos classes contiennent des méthodes qui ont une logique particulière, qui n'ont pas d'intérêt à être accessibles depuis l'extérieur, ben vous allez les mettre en privé. Ce qui fait que lorsque l'on lit une classe, on ne s'intéresse qu'aux méthodes publiques. Donc ça permet d'avoir une meilleure organisation du code. Si vous vous sentez perdu dans un premier temps, vous pouvez négliger ce paramètre-là. Vous comprendrez plus tard avec une meilleure organisation comment ça peut être utile. Voilà pour ce qui est des différentes méthodes et des méthodes d'instance. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais un petit récapitulatif. Donc, lorsque l'on crée une classe, si vous voulez, c'est comme si on créait un type de variable particulier. Ce type peut avoir des propriétés sous forme de variables d'instance, comme par exemple @age, @nom et ainsi de suite, et peut avoir des méthodes. On a une méthode particulière qui est ce que l'on appelle un constructeur. Cette méthode peut prendre des paramètres qui seront utilisés lors de la construction d'une nouvelle instance. Cette méthode contiendra toute la logique qui permet de créer une nouvelle version, une nouvelle instance de notre classe. Ces variables d'instance ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Si justement on veut les rendre accessibles, il faudra créer des getters et des setters. Ces getters et ces setters peuvent être créés manuellement si on veut insérer une logique particulière, ou on peut utiliser les raccourcis @_accessor ou @reader et @writer pour les créer de manière automatique. Enfin, on a la possibilité de créer des méthodes privées. Ce sera des méthodes qui seront accessibles depuis l'intérieur d'une classe, mais qui ne pourront pas être appelées depuis l'extérieur. Ça permet d'avoir une meilleure organisation parce que les méthodes qui seront private, ce seront des méthodes qui n'ont pas d'intérêt lors de l'utilisation des instances. Donc lorsque l'on reviendra sur notre code 2 ou 3 ans plus tard, on saura que les méthodes privées, on peut les ignorer lorsque l'on crée de nouvelles instances. Voilà pour ce qui est des méthodes d'instance. Mais il faut savoir que les classes peuvent elles aussi avoir des méthodes. C'est ce que l'on appelle des méthodes de classe. Donc ces méthodes, lorsqu'on les définira, on fera self, le nom de notre méthode. Donc là, par exemple, on va l'appeler bonjour, comme d'habitude. Et là, on fera un puts, salut. Et ensuite, on fera un end. Si on souhaite utiliser, donc là, on va se mettre un petit commentaire, instance. Si on souhaite utiliser cette méthode, il suffit juste de mettre le nom de la classe, le nom de la méthode que l'on souhaite appeler, bonjour. Vous voyez la différence, c'est que contrairement à tout à l'heure où on avait besoin de créer une instance, dans ce cas-là, on peut directement appeler la méthode sur la classe. Si maintenant je fais un coup de ruby élève.rb, je vois que ça m'affiche salut. De la même façon que pour les instances, on a la possibilité d'avoir des variables de classe. Donc ces variables de classe s'appellent avec @@. Par exemple, on va créer @majorité égale 18. Donc dans mon bonjour, je peux récupérer la variable de classe, majorité. Si maintenant je fais un essai, hop, je vois que j'obtiens salut 18. L'avantage, c'est qu'on a défini une variable carrément au niveau de la classe. Donc là, si je reprends mon système avec isMajor, je peux faire isMajor, point d'interrogation, ça retourne l'âge de l'élève, qui est une variable d'instance. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à l'âge de la majorité? Voilà, vous voyez comment on peut mélanger les deux. Majorité, c'est une variable qui correspond à la classe, c'est propre à la classe, il n'y a pas vraiment de majorité différente suivant les élèves, alors que l'âge, l'âge, lui, il est propre à chaque élève. Et là, hop, je refais un petit coup de puts, élève1.isMajor. Et cet élève, je ne lui ai pas défini d'âge, donc on va refaire le système d'âge basique. Voilà. Parce que je trouve plus logique de passer l'âge au niveau de la construction de l'objet. Donc si je fais ça, hop, la première méthode me dit salut 18 et je vois que ça me renvoie false. Si je me dis je baisse l'âge de la majorité, on a la majorité à 5 ans, maintenant automatiquement je vois que l'élève est bel et bien majeur. Donc ça c'est ce que l'on appelle une variable de classe. Donc tant qu'on y est, on va aussi parler des autres types de variables.
Donc pour l'instant, on a vu les variables d'instance, on a vu les variables de classe. Il y a un autre type de variables qui sont les variables globales. Alors, lorsque l'on écrit n'importe où dans notre code une variable, elle est automatiquement globale. Par exemple, on va l'appeler test égale test égale A. Si dans ma méthode self.bonjour, je me dis j'aimerais bien récupérer la valeur de test, on pourrait être tenté de faire ici test. Si je fais ça et que j'essaie d'exécuter mon code, on voit qu'il n'arrive pas à utiliser cette variable test. Parce que ça, c'est ce que l'on appelle une variable globale. Si on souhaite interagir avec une variable globale depuis une classe et depuis une méthode, il faut mettre un signe $ devant. Si j'essaie d'exécuter ce code, il me dit test, je ne le connais pas. C'est un nombre d'arguments qui n'existe pas. Donc même si j'appelle ma méthode autrement, ma variable autrement, si j'essaie d'exécuter le code, j'ai toujours ce problème-là. Il ne connaît pas as. Donc les variables que l'on crée sont systématiquement locales. C'est-à-dire que si je crée une variable à cet endroit-là et que je l'appelle A et que je mets la valeur 1, dès la fin de l'exécution de cette méthode, cette variable aura disparu. Si jamais vous souhaitez avoir une variable qui est globale, il faut la précéder d'un $. Et une variable précédée d'un $ est accessible partout. Donc c'est quelque chose que l'on utilisera assez rarement parce que ce n'est pas forcément une très très bonne pratique, mais si jamais vous le rencontrez, c'est toujours intéressant de savoir que ça existe. Si je fais ça, ma variable est maintenant globale. Et là, je peux y accéder depuis absolument n'importe où. Si j'essaie de réexécuter ce code, je vois que cette fois-ci, ça me fait salut suivi du nom de cette propriété. De la même manière, vous avez aussi la possibilité de créer ce que l'on appelle des constantes. Une constante s'écrit tout en majuscule. Ici, majorité, par exemple, c'est une constante. Pareil, elle dépend du contexte, c'est-à-dire que j'ai défini cette constante au niveau de la classe élève, donc elle est propre à la classe élève. Partout où je voudrais accéder à cette constante, il suffit que je l'appelle. Si j'essaie d'exécuter ce code, je vois que ça me donne bien salut suivi de 5. J'ai une erreur ici parce que majorité, c'est aussi une constante. Alors on peut se dire, quelle est la différence entre une variable de classe, comme tu as fait tout à l'heure, et une constante? La principale différence, c'est qu'une constante n'a pas vocation à être modifiée. Donc dans mon code, si plus tard je souhaite modifier la valeur de majorité, je ne pourrai pas le faire, parce que c'est une constante. Si je crée une méthode self.upMajorité, qui prendra en paramètre une nouvelle majorité, on imagine que c'est une méthode pour modifier la majorité au niveau de la classe, on pourrait être tenté de faire ma majorité égale la nouvelle majorité. Si j'essaie maintenant au niveau de ma méthode de faire un élève.upMajorité, et que je définis par exemple la majorité cette fois-ci à 18 ans, si j'essaie d'exécuter ce code, il me sort une erreur. Il me dit, tu essaies de modifier dynamiquement une constante. En revanche, si jamais je réutilise plutôt la méthode qui consistait à utiliser une variable de classe, majorité, automatiquement, je vois que ça fonctionne bien. Voilà la principale différence. Donc globalement, ce qu'il faut retenir sur cette chose-là, c'est qu'on a différents niveaux. Arrobase, c'est une variable, c'est pour une variable d'instance. Arrobase, arrobase, c'est pour une variable de classe. Si on ne met rien, c'est une variable locale. Si on met un $, c'est une variable globale. Et si on utilise des majuscules, c'est une constante. Donc voilà, c'est les seuls types, ne paniquez pas, il n'y en a pas des tonnes. Voilà, c'est les seules différences entre les différentes variables. Donc suivant les cas, vous allez devoir évidemment adapter et vous faire un petit peu votre propre sauce suivant ce que vous souhaitez faire. Si une variable n'a pas vocation à bouger, vous allez plutôt utiliser une constante. Si une variable est commune à toutes les instances, vous allez plutôt utiliser une variable de classe. Si c'est une variable qui est propre à chaque instance, une propriété sur chaque objet, vous allez plutôt utiliser les variables d'instance. Et global, vous l'utiliserez très rarement. Donc les méthodes de classe peuvent être aussi appelées depuis la classe. Alors ça peut sembler un petit peu bizarre, mais vous pouvez faire ici bonjour. Et même si on imagine qu'on passe le nom de la personne, hop. Et plutôt que de mettre le nom, voilà, plutôt que de mettre la majorité, on va mettre le nom. Vous pouvez appeler directement dans votre classe une méthode. Si j'essaie d'exécuter ce code, je vois que la méthode est automatiquement exécutée. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que maintenant, vous comprenez ce que c'est que attr_accessor. Attr_accessor, c'est tout simplement une méthode de classe qui permet de créer les fameux getter et setter. Voilà, ce n'est pas un truc magique, entre guillemets. D'ailleurs, tant qu'on est à parler des méthodes de classe, il faut savoir que vous pouvez les utiliser depuis une instance. Donc, si je reprends, on imagine créer une méthode d'instance bonjour et on a envie d'utiliser la méthode de classe bonjour. Et on lui passerait en paramètre le nom.
Donc je vais créer un élève, égale new, égale élève.new. Je lui passe Jean et son âge, 18, c'était bien ça, oui. Et ensuite je fais élève.bonjour. Si je fais ça pour le moment, ça ne fera rien. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais dire dans bonjour d'appeler ce bonjour là-haut et je lui passe le nom. Donc pour appeler une méthode de classe, on fait self. Self fait référence à l'objet en cours, ça veut dire moi-même si vous voulez. Point classe, ça nous permet d'obtenir la classe qui correspond à self. Point le nom de notre méthode, bonjour. Et on lui passera un paramètre, le nom qui est lui par contre une variable d'instance. Si maintenant je réexécute mon code, je vois bien que ça me fait salut Jean. Voilà. D'ailleurs, ces variables de méthode, ces variables de classe peuvent être définies après coup. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais les classes ne sont pas fermées. C'est-à-dire que lorsque vous avez créé une classe, vous pouvez la modifier après coup. Si je supprime la classe bonjour et que j'essaie de réexécuter le code, il va me sortir une erreur parce qu'il me dit « Je ne connais pas la méthode bonjour sur la classe élève ». Ce que vous pouvez faire, c'est en dehors de la classe, vous dire « je redéfinis la méthode élève.bonjour ». Et hop, je remets le code que j'avais à l'intérieur. Si je fais ça, hop, je vois que j'ai une erreur, mais que hop, je n'oublie pas le paramètre, sinon ça ne va pas fonctionner. Je vois que ça se remet à fonctionner. De la même manière, vous pouvez recréer une classe juste après qui s'appelle élève, qui aurait du coup le même nom, et hop, à l'intérieur définir une méthode self.bonjour. Les classe entre guillemets reste ouverte. Donc si jamais vous recréez deux fois la même classe, ça ne va pas poser un problème à Ruby. Ce que va faire Ruby, c'est qu'il va modifier la classe et rajouter ce que vous définissez à cet endroit-là. Donc là, en l'occurrence, ça refonctionne toujours. Donc on peut modifier à la volée les classes pour par exemple rajouter des méthodes si on en a besoin, modifier des méthodes si on en a besoin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc après, on peut faire des choses un petit peu bizarres. On peut se dire, je prends la classe string, qui est une classe directement de Ruby, et à l'intérieur créer une méthode d'instance que l'on appellerait bonjour. Et ce que ça ferait, c'est que ça mettrait la chaîne de caractères préfixée de bonjour. Donc pour récupérer la chaîne de caractères, on fait self. Self, ça récupère l'instance. L'instance d'une chaîne de caractères, c'est la chaîne de caractères, donc j'ai besoin de faire self ici. Si je fais ça, je peux maintenant faire puts Jean, et j'utilise la méthode bonjour. Si je sauvegarde et que je fais un essai, je vois que ça me fait bonjour Jean. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément modifié une classe qui se situe dans le corps de Ruby et je lui ai rajouté une méthode bonjour. Donc on peut véritablement s'amuser à faire ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monkey patching. C'est pas forcément très conseillé, mais vous voyez que ça peut vous permettre de faire des choses plutôt marrantes. Donc voilà pour ce chapitre consacré à la notion de classe, d'instance. Alors ce que je vous propose, encore une fois pour mettre en pratique et voir si tout est bien assimilé, c'est de recréer une classe élève, mais un petit peu plus pratique. Donc je vous propose de voir le résultat et vous allez implémenter la classe en fonction de ce que je vous donne. Donc comme d'habitude, on va créer une classe élève qui est instanciable avec juste le nom de la personne. Ensuite, je vais pouvoir créer des notes en faisant élève.ajouter note. Je lui ajoute une première note à 18, j'ajoute une seconde note à 10, j'ajoute une troisième note à 12, allez, à 2, on imagine qu'il était très mauvais à cet examen. Et ensuite, je veux pouvoir accéder aux notes en faisant élève.note. Donc pour cela, on utilisera AttReader. Et ça doit me renvoyer un tableau contenant 18, 10 et 2. Enfin, je veux pouvoir savoir si, oui ou non, l'élève a la moyenne. Donc en faisant élève.moyenne. Point d'interrogation. Ça me renvoie true ou false. Et si je fais élève.moyenne, je veux que ça me renvoie la moyenne de l'élève, donc un chiffre. Voilà, donc votre but, c'est d'implémenter la classe qui permettrait de faire fonctionner ce code. Donc je veux que lorsque j'exécute ce code-là, je n'ai pas d'erreur, mais bel et bien le résultat. Donc là, on va faire puts moyenne. Hop, et on va faire ça. Là, on va mettre moyenne point d'interrogation. Et ensuite, on mettra moyenne, ou même moyenne de tiers. On va faire plus compliqué, élève.nom. Parce qu'on va vouloir récupérer ce nom à cet endroit-là. Et ensuite, on affichera hop, sa moyenne. Voilà, donc votre but, c'est de faire fonctionner tout ça. Alors, on est parti. On va d'abord créer une classe. Et on va prendre ligne par ligne. Donc cette classe, on l'appelle élève.
on a besoin d'un constructeur qui permet de préciser le nom. Donc on va créer un def initialize et à l'intérieur on définit le nom. Cette variable, ce sera une variable d'instance, @nom, égale nom. On se dit au passage qu'on va avoir besoin de sauvegarder les notes. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une variable d'instance note qui sera un tableau qui pour le moment sera vide. J'ai besoin d'accéder aux notes. Ça c'est plutôt facile, j'ai juste à faire un @reader. @reader et je définis un @reader pour les notes. Donc je peux accéder aux notes depuis l'extérieur. De la même façon, j'aurai besoin à cet endroit-là d'accéder au nom. Donc je mets aussi un @reader pour le nom. Maintenant, j'ai besoin de créer une méthode ajouter note. Def ajouter note qui prend en paramètre la note de l'élève. Globalement, ce que ça fait, si on y réfléchit, c'est plutôt simple. C'est que ça rajoute la note au tableau des notes de l'élève. Donc @note, j'ajoute la note. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Je n'ai pas besoin de faire un return particulier parce que cette méthode, elle permet juste de modifier cette variable-là. Ensuite, si j'exécute ce code-là, je vois que ça me permet d'obtenir le tableau des notes. Donc d'ailleurs, on va plutôt mettre un inspect ici pour pouvoir éviter d'avoir plusieurs lignes. Donc ça fonctionne. Par contre, je n'ai pas la méthode moyenne. Donc je vais créer def moyenne point d'interrogation. Le problème, c'est que pour que cette méthode fonctionne, il me faut savoir si oui, il me faut connaître la moyenne de l'élève. Et là, je ne peux pas le connaître. Donc j'ai besoin de créer l'autre méthode qui me permet d'obtenir la moyenne de l'élève. Alors là, je suis un petit peu embêté. Comment j'obtiens la moyenne de l'élève? Il me suffit de faire la somme des éléments du tableau et de diviser par la taille du tableau. Donc là, on va chercher sur DevDocs. Donc je cherche, est-ce que j'ai une méthode sum sur les tableaux ou même est-ce que j'ai une méthode sum de manière générale? Là, j'ai l'air d'en avoir une sur les chaînes de caractères, mais malheureusement, je n'ai rien sur les tableaux. Donc je vais devoir le faire moi-même. Donc il y a plusieurs méthodes pour le faire. On va faire une méthode qui n'est pas trop compliquée par rapport à ce que l'on connaît déjà. On va parcourir toutes les notes. On va faire un @notes.each. Je vais avoir besoin de sauvegarder la moyenne dans une variable. Donc je vais créer une variable locale que je vais appeler moyenne égale 0. À chaque fois que l'on rencontre un nouvel objet, je fais moyenne égale moyenne plus la note qui est passée au niveau du module. Je peux même raccourcir ça en faisant plus égal. À la fin, je vais obtenir la somme des différentes notes. Si je fais un coup de return, directement je mets moyenne, et que j'affiche mon code, je vois bien que j'obtiens la somme. Ici c'est 30. Cette somme doit être divisée par le nombre d'éléments que l'on a dans le tableau. Donc le nombre d'éléments, si on cherche length, on voit qu'on a array qui a une méthode length, qui permet d'avoir la taille. Donc là, je prends la somme et je la divise par le nombre d'éléments dans le tableau, @notes.length. D'ailleurs, je me rends compte que le choix de ma variable là n'est pas idéal. Ça, c'est plutôt ce que l'on va appeler une somme. Et à la fin, je le return. Donc maintenant, la moyenne me donne bien et bien la note qui correspond, 10. Ici, j'ai juste à vérifier, est-ce que la moyenne est supérieure ou égale à 10? Donc là, je retourne moyenne est supérieure ou égale à 10, parce qu'on considère qu'à 10, on a la moyenne. D'ailleurs, je me dis qu'une moyenne, ce chiffre-là, c'est une constante. Donc ça serait intéressant de le définir en haut. Donc là, on va créer une variable, une constante moyenne, qui sera égale à 10. Si plus tard, le système scolaire change et que la moyenne change, il me suffira de changer cette constante-là. Ça sera beaucoup plus simple que de devoir trouver dans le code où est-ce que ma moyenne est définie. Si j'exécute ce code, je vois bien que l'élève a cette moyenne et Jean a bien 10. Donc si je change ces notes, on imagine que là, il n'a pas une si bonne note, il a eu plutôt un 15 par exemple. Si je réexécute ce code, je vois que ça me permet de savoir qu'il a une moyenne à 9 et que du coup, il n'a pas la moyenne et c'est pas bien. D'ailleurs, on va juste faire un dernier petit truc. On va créer un second élève qui, lui, il a toujours des bonnes notes. 18, c'est Marc. Et là, on va changer le nom de cette variable pour refléter un petit peu le nom. Donc ça sera Jean, et ça sera Marc. Et on se dit, j'aimerais bien savoir, est-ce que Jean est supérieur à Marc? C'est-à-dire, est-ce que la moyenne de Jean est supérieure à Marc? Donc là, on fera puts Jean supérieur à Marc. Si je fais ça, il va me sortir une erreur. Il va me dire, tu ne peux pas comparer ces deux éléments-là. Et il me dit, je ne connais pas cette méthode supérieure.
Donc si je veux implémenter cette méthode-là, il me suffit de créer def supérieur et end. Cette méthode prendra en paramètre l'élément auquel je souhaite comparer. Donc par exemple, ici, ça serait un nouvel élève. Donc pour faire la comparaison, je compare la moyenne de l'élève en cours, donc ça sera moyenne. Est-ce que c'est supérieur à la moyenne de l'élève qui est passé en paramètre? Élève.moyenne. Bon, c'est un petit plus, mais c'est juste pour vous montrer que les opérateurs de comparaison, ce n'est ni plus ni moins que des méthodes. Si je fais un essai maintenant, je vois que ça me renvoie false, parce que Jean a une moyenne inférieure à Marc. Si je fais ça en sens inverse, il va me ressortir une erreur, et ça voudrait dire que je dois créer les méthodes, et ainsi de suite pour tous les opérateurs de comparaison. Bon, c'est un petit peu chiant, mais voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est possible. Voilà, donc là, on a bien fait le tour de l'utilisation des classes. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans le prochain chapitre parler des héritages, parce que on va voir que ce système de classe est plutôt sympa, mais on a besoin d'aller plus loin dans certains cas. Qu'est-ce qui se passe si je veux créer des élèves particuliers, qui sont des délégués, qui ont des actions supplémentaires? Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.